savez maintenant, nous, notre travail, c'est d'animer un réseau de partenaires qui est centré, bien évidemment, autour des 10 centres de référence de la filière, qui eux-mêmes sont secondés par des centres constitutifs de compétences. Enfin, c'est un maillage territorial qui permet une prise en charge optimale, on l'espère, des patients sur le territoire. Puis autour de ça, gravitent, bien sûr, dans la filière Brain Team, 28 associations de patients que vous représentez aujourd'hui. On vous remercie d'être venus jusqu'à nous. Et également des partenaires institutionnels, des laboratoires de recherche, des laboratoires de diagnostic, et puis d'autres réseaux, que ce soit des réseaux européens, des réseaux territoriaux, tout type d'acteurs qui est impliqué dans la prise en charge des maladies rares. Alors, je suis obligée de commencer cette journée par vous représenter l'équipe de la filière. Donc, vous connaissez notre médecin coordinateur, le professeur Christophe Verny, qui anime l'équipe à mes côtés et avec Bénédicte Belloir, que vous connaissez aussi. Et puis, nous avons toujours Marie Bert, qui est notre chargée de communication, que nous remercions aujourd'hui pour toute la partie communication et l'organisation de cette journée. Isabelle Momy, qui interviendra cet après-midi et qui vous fera un point sur les projets médico-sociaux. Lokang, que vous connaissez et qui gère en fait toute la production des programmes ETP, qui vous accompagne aussi dans la coordination de la rédaction de vos PNDS pour les centres de référence, et puis d'autres projets maladies rares. Et puis nos deux psychologues coordinatrices du Centre de ressources psychologiques de la filière, qui sont Claire-Cécile Michon et Anne-Laure Amélie, qui interviendront en fin de matinée. Et je n'oublie pas les attachés de recherche clinique, je les évoquerai tout à l'heure dans ma présentation, qui sont des fonctions support pour les centres de la filière. Donc, pour continuer sur les présentations, nous avons le plaisir d'accueillir en 2022 une toute nouvelle association de patients, qui est l'association ENDAR, qui a été fondée très récemment par Pascal Elisès. Donc on lui souhaite la bienvenue. Elle couvre en fait les encéphalites anti-EMDAR, qui sont en fait des maladies auto-immunes qui résultent, si vous voulez, d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Je ne vais pas faire trop de science, mais c'est pour vous dire qu'elles sont en interaction directe en fait avec deux de nos centres de référence. Le centre qui est animé par Kumaran Deva au Kremlin-Bicêtre, qui s'occupe de toutes les maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, et puis aussi également le centre de Jérôme Honora aux HCL, qui s'occupe de toutes les encéphalites auto-immunes. Donc n'hésitez pas à échanger avec Pascal Elisès. On lui souhaite la bienvenue. Elle a certainement des questions à vous poser, à échanger avec vous sur vos pratiques en tant qu'association. Et voilà, donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas aussi à m'interrompre. Vous n'êtes pas la seule à être nouvelle aujourd'hui, donc il y a d'autres nouvelles têtes aujourd'hui. Donc voilà. Alors, tous les sujets qui seront abordés aujourd'hui par moi-même ou par les autres intervenants feront l'objet de supports en ligne que vous retrouvez sur la page internet qui est dédiée à notre journée des associations de patients. Donc, tout est téléchargeable sur cette page. Donc, tous les documents supports, comme notre rapport d'activité exhaustif sur les actions de 2021 que vous retrouvez, où là, vraiment, vous avez tout ce qu'on fait dans les détails. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout. Je vais juste me concentrer sur certains points, mais tous les documents support que je peux évoquer dans ma présentation ou que les autres intervenants de la journée vont évoquer seront disponibles et sont téléchargeables. Et puis les PowerPoint de nos présentations seront également disponibles. Et puis également, les vidéos de la rediffusion de cette journée seront également disponibles quand elles seront prêtes. Donc d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec déjà un focus sur certaines actions qui sont réalisées dans le cadre du plan national maladies rares. Donc nous, on a une certaine partie de nos actions qui sont vraiment dédiées en fait à exécuter en fait sur le terrain ce qui nous est demandé dans le cadre du plan. Et là, on arrive en fin de plan, donc c'est pour ça que je vous ai mis que là, on est en finalisation. Au départ, on avait vraiment l'année dernière une accélération de toute la mise en place de nos actions, et là, on est en train de les déployer en accéléré pour essayer de finir ce plan qui a obtenu en fait 1 an de financement supplémentaire. Il est officiellement terminé depuis cette année, mais il y a eu 1 an supplémentaire en attendant éventuellement de pouvoir bénéficier d'un 4e plan.
Donc ça, c'est le type d'actions que j'ai indiqué en rouge qui font partie de ce qu'on a traité en priorité cette année au niveau de la filière. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous connaissez déjà cette diapositive, mais je vais évoquer plus ou moins brièvement chacun des points qui sont en rouge dans la suite de ma présentation. Alors, je vais commencer par vous faire un petit résumé de où est-ce qu'on en est de la production de ces protocoles de diagnostic et de soins qu'on appelle les PNDS. Ça, c'est des recommandations qui sont rédigées par les experts des centres de référence et qui sont dédiées à tous les professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge d'une maladie rare sur le terrain. Alors, en fait, dans le cadre d'un programme d'appel à projet de la DGOS qui a soutenu financièrement la production de ces recommandations pour les centres de référence, il y a eu des dossiers qui ont été déposés par les centres de Brain Team et qui ont bénéficié d'un financement fléché. Et nous, sur l'ensemble des 2 appels à projets de la DGOS, on a eu le soutien par la DGOS de 16 dossiers pour promouvoir la production de ces guides. Et en fait, sur les 16 dossiers, il y en a déjà 13 qui ont été publiés sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il y en a un qui a été soumis et qui est en cours, on va dire, de publication sur le site officiel de la HAS, et puis 2 qui sont en cours de finalisation. Donc, ce qui veut dire que nous, dans Brain Team, on est d'assez bons élèves parce qu'au final, parmi tous les dossiers qui ont été soutenus, tous les projets ont été menés à terme. Donc ça, c'est vraiment un gros effort de coordination de la part de tous les coordonnateurs de centres de référence qui se sont lancés dans ce challenge. Mais ce dynamisme des centres, il ne s'est pas arrêté à ces 2 appels à projets puisque, vous savez, là, il y a eu la campagne de relabilisation et on a identifié dans les dossiers de relabilisation plus de 32 propositions d'intention de nouveaux PNDS à rédiger parmi l'ensemble des centres de référence de la filière. Donc, je ne sais pas si vous le voyez très bien ici dans la salle, mais il y en a 10 intentions qui concernent le centre de référence neurogénétique, 7 qui concernent l'inflammatoire, 4 les syndromes paranéoplasiques, etc. Donc, c'est un dynamisme certain. Juste un petit mot pour préciser que c'est un travail considérable de faire un PNDS. Et souvent, on peut attendre que certaines patients qui ont une maladie qui n'est pas encore traitée et qui ne bénéficient pas, entre guillemets, de son PNDS puissent être impatients. Mais c'est un travail absolument considérable pour des médecins qui ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais je dirais que je le trouve quand même très plein quand on voit ça correspond à des mois et des mois de travail pour des équipes. Moi, j'ai participé directement à l'écriture de 2 PNDS. J'en ai relu beaucoup, j'ai été sollicité pour beaucoup de travail de relecture, mais vraiment attaquer la rédaction de 2 PNDS, c'est des mois de travail accumulés, des gens dans nos équipes qui nous aident sur la bibliographie, qui nous aident. Enfin, il faut trouver des intervenants, des médecins généralistes, par exemple. C'est pas si facile que ça de trouver un médecin généraliste qui est prêt à trouver du temps pour aider à écrire un PNDS. Donc c'est voilà, pour expliquer parfois que ça puisse sembler long à venir, c'est que c'est voilà, un très gros travail pour des gens qui ont d'autres choses aussi. Qu'on essaye de coordonner un peu la partie française et la partie européenne, parce que sinon, on s'en sort plus. Merci Odile, c'est exactement ça. C'est la petite couche supplémentaire du millefeuille. Donc nous, aujourd'hui, dans Brain Team, il y a plus de 17 PNDS qui sont répertoriés sur la page internet de notre site internet. Et vous pouvez comme ça aller récupérer le PNDS qui vous concerne. N'hésitez pas, alors là, ça ne doit pas ici dans la salle, mais n'hésitez pas à les relayer en fait, dans vos associations, le PNDS qui vous intéresse éventuellement, et d'en faire la promotion auprès des professionnels de santé que vous avez identifiés dans vos assos et qui peuvent s'en emparer et eux-mêmes le diffuser également. Donc tout ceci, je le disais, vous pouvez le retrouver sur notre page internet qui est dédiée au PNDS et à toutes les ressources que vous pouvez trouver autour des PNDS. Il n'y a pas que le listing des PNDS, on a des guides, on a des ressources, donc n'hésitez pas à aller fouiller.
Je vais passer maintenant à tout ce qui est programme d'éducation thérapeutique du patient, parce que là aussi, c'est un effort qui a été soutenu par la DGOS dans le cadre, pareil, de 2 appels à projets qui ont permis de financer des centres pour se lancer dans cet énorme travail également de coordination pour rédiger ce type de programme. Donc, on a eu, comme pour les PNDS dans la filière, 12 projets de programmes qui avaient été sollicités pour être soutenus financièrement auprès de la DGOS. Et parmi ces 12 projets, on a encore des très bons élèves dans Brain Team, puisqu'il y en a déjà 11 qui ont été déposés auprès des ARS locales afin d'être lancés et soutenus. Donc, le dernier programme est en cours de finalisation. Et de la même manière que pour les PN... Oui, voilà. Et de la même manière que pour les PNDS, nous avons observé un très grand dynamisme des centres parce que parmi les dossiers de relabilisation, on a relevé 7 propositions d'intention de se lancer dans des nouveaux programmes d'éducation thérapeutique du patient parmi nos centres de référence, avec une majorité qui sont concernés par dans le cadre de la neurogénétique et de la maladie de Huntington. On a également une intention au niveau du SGT et des narcolepsies et des hypersomnies rares. Donc, pareil que pour les PNDS, vous retrouvez l'ensemble des programmes ETP qui sont aujourd'hui portés par les centres de référence de la filière et qui sont cartographiés ici sur notre nouvelle page Internet dédiée à l'ETP qui a été repensée, reformulée et reclarifiée, on espère, avec également, donc vous pouvez sélectionner la pathologie qui vous concerne et puis vous voyez tous les programmes ETP qui sont disponibles et également tous les outils ressources que l'on vous propose autour des programmes ETP. Donc là, c'en est fini pour ce petit point sur les ETP. Je vais passer maintenant à une action qu'il est importante que je vous présente. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre, pareil, de la réalisation du PNMR3 et qui s'inscrit dans le cadre du déploiement d'un plan de santé aussi, qui est le plan France Médecine Génomique, alors qui s'appelle PFMG 2025 et qui a pour objectif de prioriser l'accès au diagnostic génomique pour les maladies rares, mais aussi pour d'autres maladies un petit peu plus chroniques. Mais ce plan, en fait, avait vraiment pour vocation l'intégration du séquençage génomique dans le parcours de soins du patient et dans son parcours diagnostique. Et en fait, dans le cadre de ce plan visait à organiser l'accès à la médecine génomique pour l'oncologie, les cancers rares, la déficience intellectuelle et les maladies rares. Et l'idée, ce qu'ils nous ont demandé, en fait, c'est d'aller identifier des situations cliniques qui seraient prioritaires pour avoir accès en fait, à ce séquençage génomique, à ces plateformes de séquençage génomique. Donc ça, on a commencé à faire ce travail il y a 3 ans. D'ailleurs, Odile, qui est la coordinatrice du centre de référence de leucodystrophie, a été la première à avoir été élue pour déposer une intention en fait, d'accès à ces plateformes de séquençage. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir lire parfois le terme d'indication, parce qu'il a fallu que nous, on identifie des indications cliniques, des pathologies pour lesquelles, en fait, on allait demander un accès prioritaire à ces plateformes de séquençage très haut débit pour le séquençage du génome. Donc, pour l'ensemble des maladies rares aujourd'hui, il y a 60 indications cliniques, donc 60 cas cliniques, 60 maladies, groupes de maladies qui sont retenus pour avoir cet accès prioritaire. Et vous allez entendre peut-être parfois le terme de pré-indication. Et quand vous entendez pré-indication, ça fait référence au fait que ce plan, en fait, il est actuellement en phase d'évaluation. C'est-à-dire que ces situations cliniques qui ont un accès prioritaire au séquençage pour le diagnostic génomique, aujourd'hui, elles sont en train d'être évaluées par la HAS pour savoir si, d'une manière médico-économique, c'est rentable de passer par ce diagnostic génomique via ces plateformes de séquençage plutôt que le diagnostic classique qui était proposé dans le cadre du milieu hospitalier. Pour dire. Et donc, c'est pour ça que, puisqu'on est en évaluation de la faisabilité, de la rentabilité économique de ce nouveau paradigme, on appelle ça des pré-indications, parce qu'on est en phase d'évaluation. Et c'est très important parce que si l'évaluation est positive
pour ce plan, ça voudra dire qu'il y aura une mise au remboursement par l'assurance maladie de ces tests diagnostiques. Et ça, c'est très important. C'est de la même manière que quand, par exemple, on se casse une jambe, eh ben, c'est une indication pour dire on va faire une radio, et quand vous allez passer une radio, eh ben, vous êtes remboursé. Là, c'est la même chose, si je puis m'exprimer ainsi. L'idée, c'est là que ça puisse passer au remboursement par l'assurance maladie. Et là, on est encore en phase d'évaluation pour savoir si c'est faisable économiquement. Oui, je vais compléter un peu. Ça veut dire préindication qu'aujourd'hui, c'est gratuit pour les hôpitaux. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et ça fait 2-3 ans que vous en entendez peut-être marcher, mais à part peut-être avec Odile, où ça a été la première qui a marché le mieux en France indiscutablement, mais globalement pour toutes les autres préindications, jusqu'à il y a un an, le tuyau de sortie était bouché. Et là, réellement, on reçoit maintenant régulièrement des résultats en quelques mois, notamment dans des indications, parce qu'avant, on faisait ce qu'on appelle des panels de gènes, c'est-à-dire qu'on testait les 100-120 gènes connus dans un contexte pathologique, et puis on avait des résultats qui, parfois, mettaient 2-3 ans à nous parvenir. Et en plus, certains de ces tests, quand ils n'étaient pas faits dans le CHU, parce que c'était fait dans 2-3 endroits en France, c'était facturé, et certains CHU le facturaient sur les financements des centres de référence pour faire du diagnostic biologique. Donc ça, c'est vrai que l'évolution de ce plan est quelque chose de très favorable. Et ce que je peux ajouter, c'est qu'au niveau de Brain Team, on s'est pas mal débrouillé parce qu'aujourd'hui, toutes les maladies qui rentrent dans le champ de Brain Team peuvent rentrer dans le cadre des préindications que nous avons. Donc ça, c'est vraiment un outil très important parce qu'on a travaillé pour essayer d'être absolument inclusif. Ça n'a pas été le cas dans toutes les filières. Il y a des filières qui ont tellement spécifié leurs préindications qu'aujourd'hui, tous les patients ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Mais nous, sur Brain Team, toutes les pathologies génétiques, hein, bien sûr, on a la petite part des maladies inflammatoires dans Brain Team qui ne relèvent pas de cela, mais pour toutes les maladies, on peut arriver, notamment avec l'indication des maladies neurodégénératives du sujet jeune, dans lequel on peut à peu près tout mettre. Donc voilà, donc nous on est assez bien représentés, comme le disait Christophe, parce que sur les 60 indications cliniques qui couvrent l'ensemble des maladies rares, il y en a 8 qui concernent directement les maladies Brain Team. Et en fait, ça c'est assez important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a un parcours diagnostique qui évolue pour à la fois les médecins des centres de référence, puisque rentrer dans ce circuit de prescription et d'évaluation, ça impose des nouvelles pratiques, un nouveau mode de concertation en amont avec les autres experts du secteur pour prioriser les prescriptions et les patients à envoyer vers ce type de diagnostic génomique. La mise en place de nouveaux outils, parce que pour ça, pour pouvoir organiser ces réunions de concertation pluridisciplinaire entre plusieurs médecins, il faut des outils sécurisés pour que les médecins de toute la France et des Outre-mer puissent se rassembler autour de réunions communes. Ce sont des nouveaux métiers. Et il y a eu la création des chargés de parcours génomique qui viennent aujourd'hui dans les hôpitaux en soutien aux médecins dans leur parcours de prescription, parce qu'il faut collecter un échantillon sanguin, il faut l'envoyer dans un certain nombre d'heures à la plateforme de séquençage. Et on a une des 2 plateformes de séquençage qui est juste ici, de l'autre côté de la rue. Donc on est vraiment juste à côté, on peut toucher du doigt une de ces 2 plateformes de séquençage national. Et puis, au final, tout ça, pourquoi ? Pour que le patient maladie rare puisse bénéficier aujourd'hui d'un diagnostic génomique un petit peu plus facilité. Alors, je vais vous donner aujourd'hui une petite vision d'un dernier bilan qui nous a été communiqué il y a 15 jours par le plan France Médecine Génomique. Depuis 2020, en gros, que le plan est vraiment lancé, il y a eu plus de 11 000 prescriptions sur les 14 000 de l'entièreté du plan qui relèvent des maladies rares. Donc, vous voyez qu'il y a un grand dynamisme, en fait, une grande mobilisation des acteurs de la communauté pour aller envoyer, en fait, des échantillons sur ces plateformes de séquençage. Et en fait, c'est ce que disait Christophe quand il parlait du petit bouchon, c'est que malheureusement, il n'y a que 4 700 rendus aujourd'hui sur les 11 000 échantillons maladies rares qui ont été envoyés. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, ce plan il est en phase de déploiement. C'est-à-dire que pour organiser tout ce nouveau circuit avec ces nouveaux métiers, cette organisation de RCP, d'amont, d'aval, etc., c'est compliqué. Mais
Aujourd'hui, en fait, il y a quand même une petite montée en puissance des dossiers qui sont clos, c'est-à-dire qui sont interprétés et dont les résultats peuvent être rendus aux prescripteurs. Et ça, pourquoi ça a mis un petit peu de temps à se passer? C'est parce que ça a nécessité la mobilisation de biologistes qui sont spécialisés dans l'interprétation du génome. Trouver des gens aujourd'hui qui sont spécialistes dans l'interprétation du génome, c'est pas évident. Des experts d'une maladie qui savent interpréter un génome pour une maladie donnée, il n'y en avait même pas un par centre de référence. Donc cette personne qui était dédiée à l'analyse au niveau de son hôpital de ses prescriptions par son centre de référence, aujourd'hui elle doit un petit peu se nationaliser éventuellement et être aussi un recours pour les autres demandes du territoire. Donc ces personnes n'ont pas non plus, ils ont le même temps de journée que nous, ils n'ont que 24 heures. Et il faut qu'ils arrivent à se réorganiser pour pouvoir être mobilisés et interpréter les génomes de l'ensemble du territoire. En gros, c'est ça. Donc là, il y a eu un petit frein par rapport à ce déploiement des interprétateurs, mais aujourd'hui, c'est en train d'être levé et fort heureusement, on est dans une phase croissante de rendu. Donc là, en fait, si on regarde un petit peu, ça c'est la répartition du nombre de comptes rendus. Nous, en fait, l'ensemble de nos maladies du système nerveux central, elles sont là. On est en fait un petit peu au niveau du ventre mou de la capacité de rendu du plan. On est à peu près à 40% de rendu, c'est-à-dire qu'il y a 40% de nos échantillons qui sont envoyés qui aujourd'hui sont rendus au niveau des prescripteurs. Et ça va aller de manière croissante. Odile. Je voudrais quand même préciser quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations là. C'est que vous voyez augmenter le nombre de dossiers qui sont clos, mais tout simplement parce qu'on a décidé qu'on mettait négatif. Parce que vous avez énormément d'informations à aller chercher. Et effectivement, on peut passer du temps, et nous, c'est ce qu'on a fait, à essayer de trouver des gènes nouveaux, des choses qui peuvent être validées ensuite en diagnostic, parce qu'on va trouver d'autres collègues qui vont avoir la même chose au niveau international, etc. Ce qui fait que ces patients, on les mettait en dossier en cours, tout en disant aux familles, on a une piste, mais cette piste, pour l'instant, on ne vous la valide pas en diagnostic, mais ça va arriver dans l'année, etc. Comme maintenant, ils nous donnent des sous, entre guillemets, ils ne donnent pas à nous, mais aux biologistes moléculaires, en fonction des dossiers clos, et bien, tout d'un coup, tous les dossiers qui étaient en attente, et donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de patients qui se retrouvent avec des dossiers négatifs. Ça veut dire qu'en diagnostic, de ce qu'on connaît classiquement, ça va être négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fini les études. Et effectivement, maintenant, le plan est très clair dans ce domaine, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas évident de diagnostic va être reversé dans une structure qu'on appelle recherche, c'est-à-dire dans une structure où là, on passera plus de temps à chercher. Le problème, c'est que c'est les mêmes personnes qui font le diagnostic et qui font la recherche. Donc, de toute façon, le goulot d'étranglement, il va être le même. Donc, il faut quand même se méfier que ces dossiers clos, il y en a quand même beaucoup. Et moi, je reçois plein de patients qui me disent « Ah, mais tout est négatif ». Et je dis « Oui, parce qu'on est obligé de valider à un moment donné ». Le deuxième élément qui est un élément qui est difficile, c'est qu'effectivement, l'afflux du nombre de choses, nous, en un mois, on était capable de rendre un résultat et que maintenant, en fait, on ne peut même pas avoir accès à nos séquences. Tout simplement parce qu'ils limitent à 5 par interprétateur. Et quand vous êtes interprétateur de 4 ou 5 préindications, ce qui est le cas des biologistes moléculaires, eh bien, ça ne va pas. Et donc, il faut absolument qu'on leur explique qu'à côté des gens qui font de la qui nous aident à prélever, il faut qu'on ait des gens qui nous aident à interpréter, qui ne sont pas des validants. Ils ne valident pas le diagnostic. Mais au moins, ils screenent. Et il y a des biologistes moléculaires qui ne sont pas obligatoirement des médecins biologistes ou des pharmaciens biologistes. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire passer ce verrou. Et c'est pour ça que ça ralentit beaucoup. Ce que disait Odile, pour essayer justement d'accélérer ce processus d'interprétation, ils sont en train de lancer un gros programme de formation au niveau du plan aussi pour former les médecins ou les biologistes à faire ce premier travail justement d'interprétation pour après un petit peu redonner du temps aux vrais médecins, on va dire, qui vont valider le résultat pour un petit peu essayer de travailler sur ce goulot d'étranglement. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Odile, qui encore une fois est vraiment à la pointe, elle, de ce plan-là. Moi, ce que je peux en dire comme utilisateur au quotidien, c'est que depuis 6 mois, j'ai rendu plus de résultats d'ataxie cérébelleuse ou de paraparésie spastique, par exemple, qui sont 2 grands domaines de notre activité en neurogénétique,
pour lequel il existait des panels qui étaient difficilement accessibles et pour lesquels on avait souvent des années avant d'avoir des résultats. Et maintenant, je rends des résultats quasiment toutes les semaines, ce qui n'était pas le cas du tout encore il y a 6 mois. Juste quelque chose de très pratique, parce que vous pouvez être confronté à des questions dans vos associations. Par rapport à ce que disait Odile, on a effectivement un certain nombre de résultats que l'on a dont on ne sait pas quoi faire. Ce qu'on appelle des variants de signification indéterminée, c'est-à-dire qu'il y a des mutations, clairement on sait que c'est une mutation, que c'est pathogène, ça donne la maladie. Il y a des choses qu'on appelle des polymorphismes, c'est-à-dire que c'est une variation, c'est comme avoir les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, c'est une différence entre personnes, mais ce n'est pas une anomalie. Et puis on a au milieu une zone grise. Et ça, ces nouvelles techniques ont fait exploser le nombre de résultats dans cette zone grise. Et les manières, une des manières d'avancer, il y en a d'autres, mais elles sont très scientifiques, mais une qui est très matérielle pour vous, c'est que l'on peut être amené à demander de l'ADN d'autres membres de la famille et de beaucoup de membres de la famille. Donc ne vous étonnez pas, on revient un peu aux prémices pour les plus anciens qui ont connu le tout début de la génétique, où on ne pouvait faire des études qu'avec de nombreux membres de la famille. Depuis qu'on avait maintenant ces panels, la plupart du temps, on envoyait sur le panel uniquement le cas index, le patient, et on revient à cette nécessité d'avoir des prélèvements d'autres personnes, que ce soit des personnes atteintes, des personnes non atteintes dans la famille. C'est justement pour essayer tous ces candidats, ces suspects, mais qui ne sont pas encore pour nous coupables, eh bien on cherche des arguments supplémentaires. Donc c'est ce qui explique qu'on en revienne à demander de faire des prélèvements d'autres membres de la famille. Donc là, vous l'avez compris, on était dans un petit peu déjà dans l'impasse diagnostique qui, fort heureusement, avec ce plan qui doit orienter vers un diagnostic génomique, peut essayer de la lever. Et là, je vais vous parler d'une autre action qui concerne l'impasse, qui est également pilotée par la DGES et où la DGES a demandé aux filières de se positionner. C'est en fait la résolution de l'impasse diagnostique dans sa partie la plus large. Donc, en fait, le but de cette action qui est inscrite au plan, c'est d'identifier les causes de l'impasse diagnostique au niveau des patients. Alors ça passe par, en fait, déjà un recensement des patients qui sont reçus dans les centres maladies rares. Il faut savoir qu'avant, les patients qui passaient dans les centres maladies rares n'étaient pas recensés au niveau national. Aujourd'hui, il existe cette superstructure qui est la banque de données maladies rares, la BNDMR. Et en fait, chaque centre maladie rare aujourd'hui qui reçoit un patient maladie rare doit se connecter et aller déclarer qu'il a reçu ce patient maladie rare. Et comme ça, tous les patients maladies rares aujourd'hui sont rassemblés dans cette grosse banque de données qui va collecter de multiples informations sur ces patients, sur leur statut diagnostique, sur leur maladie, l'âge aux premiers symptômes, etc. Donc l'idée de cette grosse action sur l'impasse diagnostique, c'est d'aller déjà recenser ces patients. Donc ça, c'est un effort des centres de référence d'aller se connecter à cette banque de données maladies rares pour aller tous les identifier dedans. Et après, d'aller déclarer le statut de leur diagnostic, d'aller dire le patient Jean Dupont, je l'ai reçu dans le cadre d'une suspicion de la maladie X ou d'une maladie X et aujourd'hui je l'ai confirmé, il a bien ce diagnostic, etc. Donc aujourd'hui on arrive à savoir le patient, il a telle maladie et c'est une maladie qui est confirmée, qui est en cours de diagnostic, qui est probable ou qui est, on ne sait pas, c'est encore indéterminé. Et l'idée d'aller on va dire, demander au centre d'aller faire ce gros effort de recensement au niveau identité du patient et puis qualité des informations qu'on doit rentrer concernant la maladie de ce patient, c'est d'avoir produit au niveau de la filière des guides de codage pour que tous les médecins puissent rentrer la même qualité de données. S'il faut qu'un médecin qui dise « moi je déclare que ce patient qui a une AMS, il a un diagnostic confirmé », il faut que tous les médecins de la métropole et des Outre-mer puissent se dire ils le déclarent de la même manière. Pour eux, un patient qui a une AMS confirmée, c'est un patient qui a ceci, 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 point barre. Il faut tous qu'ils puissent déclarer la même chose selon la même manière. Et ça a été un gros travail de production de guides, de codage, pour que les gens puissent déclarer de manière qualitative, de manière homogène, les mêmes choses. Alors en fait, ce qui se passe dans Brain Team, c'est qu'on a recruté, nous, des attachés de recherche clinique que l'on a répartis dans certains centres sur le territoire. Alors ce n'est pas forcément des gens qui vont travailler que pour les centres de la ville
qui les hébergent, on va dire, parce que maintenant, avec le distanciel, on arrive un petit peu à travailler avec l'ensemble des centres du territoire. Mais ils sont répartis à Paris, Angers et Montpellier. Donc, on a à peu près 3 équivalents temps plein de gens qui travaillent toute la journée sur cette action de l'impasse diagnostique. Et en fait, ils peuvent aider tous les centres qui sont demandeurs ou que nous, on a identifiés en tant que prioritaires pour être aidés dans la saisie de leur activité. Et ils les ont même aidés aussi dans le cadre de la campagne de réhabilitation pour que tous les chiffres correspondent aux seuils minimaux requis. Donc eux, ils sont emparés des outils qui ont été générés par la filière pour également expliquer aux centres comment remplir et puis eux, adapter leurs pratiques en suivant ces outils. Alors, en fin 2022, ces personnels qu'on avait mis à disposition de nos centres, en fait, ils vont arrêter d'aider à la saisie, donc au recensement de ces patients, parce qu'on va considérer que les centres de référence aujourd'hui sont autonomes et maîtrisent suffisamment les outils eux-mêmes, que ce soit les guides ou l'outil de la BNDMR pour pouvoir recenser les patients. Et ils vont basculer vers déjà un contrôle de toute la qualité des données qui ont été rentrées pour ensuite passer à l'étape suivante. Mais avant de passer à l'étape suivante, il faut qu'on génère des outils de contrôle de la qualité des données qui sont rentrées. Et ça, c'est un gros travail qui a été fait sous la supervision de Bénédicte, avec Johan Floridor, qui est un des ARC qui est basé à Paris. Et Bénédicte et Johan, en fait, ont développé en fait un outil informatique pour faire ce qu'on appelle des contrôles de cohérence, identifier des corrections, des choses sur tout ce qui est rentré par l'ensemble des centres. Et après, l'idée, c'est de dire au centre, attention, là, vous avez déclaré un truc, mais c'est pas possible que la personne, elle déclare une maladie avant sa date de naissance, par exemple, des choses comme ça, parfois. Donc, il y a des petits contrôles comme ça à effectuer avant de se lancer vraiment sur l'identification des dossiers en impasse. Et là, on est en ce moment dans ce gros travail de finalisation de l'outil de contrôle. Je vais vous présenter là un premier bilan vraiment très préliminaire de ces données qui du coup n'ont pas encore été nettoyées parce que l'outil de contrôle il n'est pas encore finalisé. Mais si on fait comme ça un global, alors ce sont des chiffres qui datent de mars 2022. Alors vous avez failli avoir les chiffres qui dataient du mois de novembre 2022, mais il y a eu un petit bug avec la BNDMR et on n'a pas réussi à vous présenter les chiffres aujourd'hui, mais bon, on espère que pour la prochaine fois. Aujourd'hui, sur l'ensemble des centres de la filière, il y a 60% des dossiers qui ont des diagnostics confirmés. C'est-à-dire qu'il y a 60% de tous les patients qui passent dans tous les centres de référence qui sont rentrés dans la BNDMR qui ont un diagnostic où c'est sûr et certain. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette petite barre rouge. Ça correspond en fait aux diagnostics qui sont indéterminés. C'est-à-dire que nous, quand on dit que c'est en cours, pour l'instant, on ne considère pas que ça en passe parce que ça veut dire qu'il y a des investigations diagnostiques qui sont en cours. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et là, aujourd'hui, ça représente, en mars, ça représentait 9% de tous nos dossiers. Et en fait, ça voulait dire que ça représentait à peu près 2280 dossiers qui étaient considérés vraiment en impasse dans la filière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder d'où viennent ces dossiers. Et en fait, ils sont concentrés pour plus de la moitié d'entre eux dans le centre de neurogénétique et également pour la narcolepsie et les leucodystrophies. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces centres ne savent pas diagnostiquer. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile d'aller diagnostiquer, c'est beaucoup plus chronophage de diagnostiquer une maladie neurogénétique, éventuellement, qu'une AMS, par exemple, ou un syndrome Gilles de la Tourette, qui en plus ne passe pas par de la génétique en général. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, ça veut dire qu'il y a une très grosse hétérogénéité selon les maladies au niveau du diagnostic et de l'impasse diagnostique. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a déjà une idée de notre priorisation, de notre effort de révision des dossiers pour l'année prochaine avec nos ARC. On sait qu'on va peut-être s'attaquer à la neurogénétique avant d'aller s'attaquer au centre de référence AMS, par exemple. Juste un mot, ça reprend ce que j'ai dit, la neurogénétique, donc si on met à part, puisqu'on a un centre spécifique pour la maladie d'Huntington, et où là c'est beaucoup plus facile, puisqu'on a essentiellement un gène, une mutation, enfin une expansion instable et un phénotype, c'était des gens qui sont en impasse diagnostique, par exemple pour les ataxies cérébelleuses, soit vous aviez une ataxie cérébelleuse dominante et on avait assez facilement accès aux répétitions de triplés au SCA, soit c'était un Friedreich, et globalement, si ce n'était pas ça, nous avions très peu accès, même s'il y avait des dizaines et des dizaines de gènes parfaitement connus, publiés. Dans la vraie vie, nous n'avions pas accès
au séquençage. Et c'est vrai qu'à force d'envoyer des ADN où 2-3 ans après, on n'avait pas de réponse, on finissait même dans certaines équipes par ne plus même envoyer les études parce qu'on savait qu'on n'aurait pas de réponse. Et on avait ça aussi parfois sur les paraparésies spastiques. Et donc c'est vrai que si ça continue à évoluer un peu favorablement sur le plan dont je vous ai parlé, et c'est le cas depuis 6 mois, je pense qu'on va avoir une diminution assez importante en neurogénétique parce que ces 2 grands cadres de maladies étaient vraiment une part importante des non-réponses génétiques que l'on avait, mais pas forcément par méconnaissance des maladies ou des gènes qui en sont responsables, mais par absence d'accès suffisant, on va dire en décalage entre l'offre et la demande. Ce qui est important pour vous, c'est qu'une impasse diagnostique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de diagnostic. Parce que quand on fait le diagnostic avec tout un aéropage de gens spécialisés experts, par exemple d'une leucodystrophie, et qu'on dit que ça veut dire que c'est une pathologie de la substance blanche d'origine génétique ou une paraplégie spastique héréditaire, donc on pense qu'elle est d'origine génétique, c'est un diagnostic. Après, d'aller trouver la cause génétique, on aura toujours des patients sans anomalie. Mais les patients, et c'est vrai aussi pour la DGOS, ils ont complètement oublié qu'on peut définir une maladie sans obligatoirement avoir un marqueur et certains comme dans la maladie d'Huntington. Et le meilleur élément, c'est qu'on peut très bien, dans les atrophies multisystématisées, on n'a pas toujours les marqueurs génétiques qu'on n'a pas. Et donc aujourd'hui, il faut que les patients aussi considèrent qu'ils ont un diagnostic. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir en me disant « Ah ben docteur, je viens vous voir, on n'a pas de diagnostic. » Mais je lui dis « Bah si, vous avez un diagnostic. Simplement, vous n'avez pas encore la cause, mais votre prise en charge, elle va rester la même. » D'accord ? Donc c'est très important de faire passer cette notion que cette impasse diagnostique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diagnostic. Et je crois que la DGOS, elle est très ambiguë là-dessus. Parce qu'après, on a un grand groupe de patients où effectivement, on ne sait même pas si c'est génétique, si c'est acquis. C'est un grand sac, là, où celui-là, il faut effectivement qu'on travaille dessus. Mais il ne faut pas oublier que dans nos centres à nous, en particulier en neurogénétique, on a beaucoup de situations où on n'a pas l'anomalie génétique, mais on sait que c'est d'origine génétique. Et parce que c'est plus complexe que juste trouver un gène malade. Hein. Oui, merci Odile. C'est sûr que ça ne veut pas dire effectivement la prise en charge, qu'il n'y a pas de prise en charge. La prise en charge reste la même. Effectivement, ça, il faut vraiment l'entendre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic ou de cause génétique trouvée qu'il n'y a pas de prise en charge. La prise en charge reste la même. Et encore une fois, le diagnostic n'est pas que le diagnostic génétique. Le diagnostic, c'est un diagnostic clinique qui englobe le diagnostic génétique, mais aussi tout le diagnostic par imagerie, par analyse biochimique, biologique, etc. Il n'y a pas que le diagnostic génétique non plus. Donc voilà. Donc, nous, ces chiffres, comme le disait Christophe, ils vont évoluer parce que déjà, quand on fera tourner nos petits outils, peut-être qu'ils vont augmenter, peut-être qu'ils vont diminuer, on ne sait pas. Mais en tous les cas, nous, on arrivera à identifier des dossiers qui sont alors en impasse, même si en impasse, on va dire, pour avoir une cause diagnostique précise, parce qu'on pourra du coup après les envoyer, une fois qu'on aura réidentifié ces vrais dossiers en impasse, les renvoyer dans un système de réanalyse des données génétiques, parce qu'il y a des outils qui sont performants et qui sont créés assez régulièrement pour réanalyser les données génétiques. Ça ne sert à rien de reprélever un patient, d'aller lui relancer un truc. Il suffit de réanalyser une donnée génétique qui est déjà existante, mais qui a été faite il y a quelques années éventuellement pour aller retrouver une cause génétique éventuelle. On peut relancer des nouveaux examens cliniques ou envoyer des données en recherche, comme le disait Christophe tout à l'heure, pour faciliter l'identification d'une cause diagnostique. Je vais vous donner juste un exemple que l'on tire de la filière Filnemus, qui a été un pilote en fait sur cette action impasse, pour vous montrer que ça c'est pas abstrait et que nous éventuellement on va arriver à ce genre de choses. Donc la filière Filnemus avait identifié comme ça à peu près 6000 dossiers en errance ou en impasse diagnostique. Eux, ils ont décidé d'aller faire un recueil complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des données complémentaires à partir de ces dossiers pour un petit peu essayer de compléter les informations cliniques du patient. Ils ont du coup relancé des analyses cliniques complémentaires, dont parmi les 6000, 164 investigations génétiques nouvelles. Et grâce à ça, ils ont pu en fait obtenir 1083 diagnostics qui ont pu être confirmés à partir des 6000. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a presque 20% en fait des cas qui étaient
identifiés initialement en impasse dans cette filière, qui sont résolus grâce à cette méthodologie. Et parmi les 164 investigations génétiques qui ont été faites, il y a quand même 62 cas où le gène a pu être identifié, ce qui veut dire qu'il y a un tiers des analyses génétiques qui ont donné un résultat positif. Donc cette méthodologie que nous, on est en train d'appliquer dans BrainTeam et qu'on va commencer à faire là, dès que notre outil il sera prêt, ça peut être prometteur et ça peut aider, alors pas de manière exhaustive, mais une partie de la résolution de l'impasse diagnostique. Donc c'est ce gros effort que l'on met en place au sein de la filière et où on espère que l'année prochaine, on aura des chiffres un petit peu récents et actualisés à vous donner là-dessus. Donc voilà pour cette partie. Oui, alors je vais ajouter un petit mot par rapport à ça, parce qu'on pourrait avoir l'impression, alors neuromusculaire, c'est un cas un peu particulier, parce que globalement, ils ont un centre de référence dans chaque CHU en France. Ça aide. C'est évidemment pas le cas pour la plupart des maladies, enfin pour les maladies de BrainTeam, et c'est évident que cet accès au séquençage à haut débit par les plateformes, ben, c'est beaucoup plus fait dans les centres de référence que dans les hôpitaux où il n'y a pas de centre de référence. Mais on s'est organisé, et BrainTeam a été très moteur là-dedans, pour qu'il y ait ce qu'on appelle des RCP, donc des réunions de staff d'experts pour justement valider ces dossiers, les envoyer aux plateformes et puis ensuite récupérer les résultats et les rendre aux patients. C'est organisé par interrégion. Je prends l'exemple que je connais le moins mal, qui est le mien, où la RCP est au CHU d'Angers. Mais cette RCP, avec des outils que nous a fournis BrainTeam, travaille en visioconférence avec Nantes, avec Rennes, avec Brest, avec Caen. On a invité Tours, pour le moment ils ne participent pas encore, mais on leur a fait la proposition d'être là. Ça veut dire que dans chacun de ces CHU, nous avons un correspondant pour les maladies de BrainTeam qui sait qu'il soit se connecte tous les 15 jours avec nous, soit pas aussi régulièrement, mais quand il a un dossier, vient le présenter et donc on valide. Et avec les assistants de prescription qu'il y a dans les différents hôpitaux, les prélèvements vont pouvoir se faire à Brest, à Rennes, à Nantes. Les patients et les familles n'auront pas besoin de venir à Angers. Et donc ça, la filière a apporté un gros soutien pour cette organisation territoriale, donc avec CRCP. Il y en a à Paris, il y en a à Lille, il y en a à Strasbourg, il y en a à Bordeaux et Montpellier. Voilà. Mais qui, encore une fois, ce n'est pas uniquement ces villes-là, c'est à chaque fois. Et puis Odile, mais Odile, c'est une pionnière. Voilà. Oui, on a des RCP qui sont parfois nationales parce que on n'est pas très nombreux en experts. On a divisé plutôt, nous, en enfants et en adultes parce que ça ne pose pas du tout les mêmes problèmes. Et tous les collègues se connectent en même temps. Et on a rajouté des RCP donc diagnostiques, des RCP qui sont pour la biologie moléculaire et des RCP qui sont pour les thérapeutiques, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des décisions thérapeutiques de médicaments très lourds, comme des thérapies géniques, comme des médicaments anti-interférons, par exemple. Et on a donc des RCP en plus spécifiques pour cela. Et donc nos collègues se connectent sur ces RCP nationales quand ils ont des dossiers à présenter. Mais c'est très lourd en gestion. Ouais, oui. Pour les centres coordonnateurs comme nous, c'est très lourd en gestion parce que nous, on doit récupérer toutes les IRM, on doit récupérer les informations cliniques et c'est un peu compliqué avec l'outil qu'on a à notre disposition. Voilà, les outils doivent être certifiés pour des données de santé. C'est vrai qu'on fait circuler sur des IRM de patients, des données génétiques. Donc évidemment, on n'a pas le droit de faire ça sur Zoom. Donc on est sur des systèmes sécurisés qui sont financés par la filière et mis à disposition de tous les centres, mais qui n'ont pas la souplesse qu'aurait un Zoom. Donc mais c'est pour vous dire qu'on est extrêmement motivé par les éléments de démocratie sanitaire qui font qu'on souhaite que des patients atteints de nos maladies rares puissent accéder au diagnostic où qu'ils soient sur le territoire. Alors quand je dis où qu'ils soient, c'est dans tous les CHU. Hein. On est au niveau des maladies rares, c'est compliqué d'aller à une granularité inférieure au CHU. Mais déjà tous les CHU, ça serait très bien.
Donc voilà pour cette grosse action. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vrai que la DGOS, dans nos rapports d'activité, nous a demandé quelle était l'implication des patients dans cette action impasse diagnostic. Et c'est vrai que quand on fait nos réunions semestrielles avec vous ou annuelles, avec les représentants des assos, il n'y avait pas encore, en tout cas à ce stade de développement de l'action, de réelle implication directe des associations dans cette action qui, pour moi, même moi, je n'arrive pas à imaginer aujourd'hui quelle peut être la plus-value de l'action d'une association sur cette partie de développement d'action qui est assez technique en tous les cas pour le moment. Peut-être que quand on arrivera dans cette deuxième phase ou dans la troisième phase d'identification des dossiers en impasse, il y aura peut-être un travail collaboratif envisagé. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on reviendra vers vous quand votre action un peu plus opérationnelle sera éventuellement envisagée. Donc je vais passer maintenant à un autre aspect du plan qui nous a été demandé de faire et qui vous concerne aussi, c'est l'Observatoire des traitements qui est en fait qui a pour objectif de recenser les habitudes de prescription hors AMM des centres de référence maladies rares. Et ça, c'est encadré par la DGOS avec l'appui de la Direction générale de la santé, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la CNAM, enfin, voilà, et toutes les filières. On est dans un contexte favorable parce qu'il y a une refonte du système de tout ce qui est prescription hors AMM en France. Il n'y a plus le système que vous avez pu connaître auparavant, d'ATU, RTU, etc. Maintenant, on est sur quelque chose qui se veut simplifier, qui est un accès précoce et de l'accès compassionnel. Et en fait, l'objectif de cette refonte, c'était de faciliter en fait les demandes d'accès, on va dire compassionnel, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant, parce qu'au final, il y avait une carence dans le nombre d'ATU et de RTU faites en France. Le système précédent était beaucoup trop lourd et ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, en fait, quand la DGS a revu ça, elle a demandé que les filières soient au cœur en fait, de ce cadre de prescription compassionnelle. Et aujourd'hui, les filières vont avoir un rôle dans la définition des critères pour présenter un dossier à une demande d'accès compassionnel. Donc là, ce que la DGS nous a demandé de faire pour l'instant, c'est d'identifier les prescriptions communes des médecins des centres de référence pour pouvoir homogénéiser leurs pratiques. Donc nous, ce qu'on fait dans cette première pratique de l'action, c'est d'aller demander aux centres de référence qu'est-ce qu'ils prescrivent en termes de hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. À terme, l'idée, ça va être de pouvoir identifier en fait toutes ces demandes et de pouvoir accompagner les centres dans des dépôts d'accès compassionnel ou d'accès précoce quand les industriels vont se lancer dans une demande d'accès précoce de mise sur le marché. Ça devrait être fait en lien avec le centre de référence et l'avis de la filière. L'idée aussi de cet observatoire du traitement, de ce recensement de toutes ces pratiques, c'est que nous, en tant que filière, c'est de repérer toutes les difficultés qui peuvent faire l'objet en fait, d'une prescription et de pouvoir enclencher des recours. J'y reviendrai après. Donc du coup, ce que la DGS nous demande de faire, c'est de mettre en place un observatoire. En gros, c'est quelque chose qu'ils nous ont demandé de faire depuis l'année dernière, depuis juillet 2021. Et ils nous ont donné une belle petite note d'information avec un merveilleux petit fichier Excel à remplir. Et nous, on s'est dit, quand on a reçu ça, on a un petit peu rigolé avec Bénédicte, on s'est dit, ça va être impossible à faire avec un pauvre petit fichier Excel. Nous, on a 172 centres dans la filière, j'imaginais mal envoyer ce fichier à tout le monde et que chacun remplisse n'importe quoi, n'importe comment. Donc, Bénédicte, qui a vraiment une valence de data manager, qui a beaucoup travaillé à Orphanet dans la gestion de bases de données, elle a conçu, en fait, un outil en ligne qu'on a développé avec un partenaire. C'est pas Bénédicte qui a fait le développement, c'est pas une geek non plus. Mais elle a imaginé une base de données en fait, où les centres de référence peuvent se connecter et être guidés dans la déclaration de leur prescription hors AMM. Donc c'est un truc qui est assez rapide à faire, c'est assez chronophage, c'est assez convivial. Et on a pu commencer à mettre en place cet outil, qu'on en a pu en fait terminer de mettre en place et de travailler avec Lokang, que vous connaissez aujourd'hui, et qu'on a recruté vraiment à dessein pour cette partie-là, j'y reviendrai après. Donc nous, on a créé notre petite base en fait, de données médicaments BrainTeam. Donc là, on est la seule filière à avoir fait ça pour le moment. Et on a travaillé avec deux référentiels, en fait, qui sont le référentiel Orphanet pour éviter que les centres de référence déclarent
déclare n'importe quelle maladie, et un référentiel médicament qui est l'équivalent du Vidal. Tout le monde connaît le Vidal. Bon, là, ça s'appelle Teriax. On va dire c'est la même chose. Comme ça, en fait, le médecin, il va chercher son médicament et il y a tout qui est déroulé. Il n'a pas besoin de remplir des choses bizarres, des dosages bizarres, des noms de molécules bizarres. Tout est fait en automatique. Et ça, nous, ça va aider grandement les centres à remplir cette petite chose qui est obligatoire. Donc, ça nous a dynamisé dans la filière pour se lancer dans des projets. C'est pour ça que j'ai mis un S majuscule. Et c'est pour ça qu'on a décidé de recruter Lokang, qui est pharmacienne, qui est spécialiste du médicament, parce que nous, Bénédicte et moi, le médicament, ce n'est pas du tout notre cœur de métier, et c'est impossible de s'improviser expert du médicament, parce que du coup, de là, nous, on va pouvoir s'inscrire dans vraiment le cadre de prescription compassionnelle, en attendant les directives, bien sûr, de la NSM et de la DGS, mais de pouvoir commencer à s'emparer de toutes les problématiques de remboursement, de déremboursement, auxquelles les centres font face quand vous faites remonter des problèmes aussi, toutes les problématiques d'aller identifier à la Caisse nationale d'assurance maladie un interlocuteur que l'on peut solliciter en priorité au nom de la filière pour aller porter des dossiers qui sont problématiques depuis des années et d'enclencher comme ça un cercle vertueux autour du médicament dans la filière. Donc là, nous, on est très heureux d'avoir aujourd'hui Lokang dans la filière qui est experte vraiment médicaments, qui nous a grandement aidés et qui accompagne aujourd'hui tous les centres pour la complétion de cette base. C'est elle qui prépare en fait tout le remplissage, qui collecte tous les médicaments, etc. Là, nous, on serait incapable de le faire s'il n'y avait pas un expert du médicament. Donc, on est vraiment content d'avoir une pharmacienne avec nous. Et c'est surtout qu'on est aussi content d'avoir pu avoir un contact à l'assurance maladie. Et aujourd'hui, on a 2 dossiers, ou 3, Lokang, je ne sais plus, c'est Lokang qui a 2, qui sont en cours, qu'on a pu porter en fait à la CNAM, mais qui possiblement pourront être résolus. C'était des gros problèmes de déremboursement pour certains des patients qui souffraient de narcolepsie, d'hypersomnie rare. Donc ça, on est assez content de cette nouvelle dynamique qui s'inscrit dans la filière, encore une fois pour vous. Donc je remets mon petit dessin qui retombe, et n'hésitez pas à nous faire relayer dans vos associations toutes les problématiques que vous auriez par rapport à la prescription hors AMM, des problématiques alors l'approvisionnement, c'est un petit peu plus compliqué pour nous d'aller gérer ça, mais au moins de remboursement, de déremboursement, des problématiques que vous avez avec tout ce qui est prescription hors AMM. Aujourd'hui, on a des recours, on a réussi à identifier des leviers, il y a des procédures que l'on peut communiquer aux médecins pour qu'on ne tombe plus dans des écueils, des problématiques justement de déremboursement si le médecin n'a pas suivi la bonne procédure de la CNAM qui, entre guillemets, ne nous avait jamais été communiquée. Donc c'est normal que les médecins ne savaient pas. Donc nous, on est en train de reprendre ça et d'essayer d'aller faire une procédure pour accompagner les médecins dans les bonnes pratiques de prescription hors AMM pour éviter des écueils de remboursement. Donc voilà pour tout le côté traitement qu'on a commencé vraiment à prendre en main. Et Lokang, depuis qu'elle arrive en février, elle a passé une grosse partie de son temps à la finalisation de cette base, à la complétion et aujourd'hui à la formation des centres. Un autre projet là, qui est vraiment une action propre de la filière, là je sors des actions PNMR3, DGOS, etc. C'était ce projet aidant que vous connaissez maintenant, qui était notre projet d'accompagnement des aidants pour les associations de la filière Brain Team, qui était vraiment un programme pour les aidants et pour les accompagner dans l'appréhension de toutes les dimensions du rôle d'aidant et pour éviter de tomber dans des écueils de situations de crise ou de rupture au niveau de l'accompagnant de leurs aidés. Donc c'est un programme qui est à destination de tous les aidants des associations membres de la filière. Il a été co-construit avec des aidants experts de la filière. Et nous avons sollicité des intervenants qui sont experts de leur domaine pour animer tous les modules que vous avez listés sur la partie droite de l'écran. Nous avons aujourd'hui 7 modules qui sont dédiés à toutes les facettes, on imagine, de la vie de l'aidant, pour lesquels l'aidant peut s'inscrire de manière optionnelle à un ou plusieurs de ces modules. C'est un programme qui est gratuit, qui se fait uniquement en distanciel, et on espère vraiment pouvoir répondre aux besoins que vous nous aviez communiqués il y a quelques années grâce à ce programme. Donc il y a déjà eu 2 sessions, là, la 2e session est en cours. N'hésitez pas à faire la promotion de ce programme dans vos associations pour identifier des aidants qui pourraient bénéficier de cet accompagnement. Pour l'instant, on avait lancé la première session pilote en juin avec 13 participants. La 2e session est en cours avec 17 participants.
Et on imagine après faire une session annuelle de ce programme qui se tiendra entre février et avril. C'est une période que l'on pense plus propice à la mobilisation des gens. Là, c'est vrai qu'en juin, ça s'est fait très rapidement. C'était plutôt pour tester le programme. La session de septembre-décembre également, c'était aussi encore une session de rodage. Mais là, on va progressivement passer à une session annuelle entre février et avril. On va ouvrir prochainement les inscriptions, donc ne vous précipitez pas encore. On vous communiquera les dates d'ouverture de la session, mais n'hésitez pas à faire la promotion auprès des personnes que vous identifiez dans vos assos. Juliette? Pour les gens à distance, je suis très sympa. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit encart ou quelque chose qu'on puisse diffuser dans nos... Oui, ça serait bien. Pour qu'il soit juste. Sinon, nous, on va bricoler quelque chose à partir de ça, puis on va vous le renvoyer, puis que ça soit un peu parlant, et comme ça, on pourra diffuser plus facilement. Merci. On va vous donner tous les éléments de com, si c'est ça que vous vous demandez, un petit encart, les petits trucs, et vous pouvez pomper tout ce que vous voulez sur le site internet de la filière. Vous pouvez tout copier, coller, télécharger, et il y a la plaquette aidant qui est aussi en ligne, vous la téléchargez, vous reprenez des petits trucs. Voilà, et je demanderai à Marie de vous faire un petit truc pour que vous n'ayez rien à faire et que vous ayez que des choses à relayer. Exactement, exactement. Donc, en gros, nous, aujourd'hui, où on en est de ce programme, c'est un programme qui recueille la satisfaction des participants. Les gens disent que, voilà, que le format distanciel est assez pratique, la prise en main de Zoom est facile, la qualité des intervenants est très bonne et que les interactions entre l'animateur et entre les participants est très fructueuse. Nous, on a essayé de s'ajuster au cours de la première et de la deuxième session pour adapter le programme un petit peu aux attentes. On a espacé les sessions. C'est vrai qu'au départ, on avait pensé demander à ce que les gens puissent aussi participer en présentiel, puis au final, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Donc, c'est un programme qui est uniquement en distanciel aujourd'hui. On s'est rendu compte aussi qu'une journée entière à chaque fois par module, c'était compliqué, c'était long, c'était compliqué de mobiliser la concentration, que ce soit de l'animateur ou du participant. Donc, on a divisé en 2 sessions, en 2 demi-journées. On nous avait demandé aussi de le faire éventuellement en soirée pour éviter que des gens qui sont encore en activité professionnelle doivent poser des jours, d'éventuellement aussi de le proposer un vendredi soir et ou un samedi matin. Donc, nous, on est prêts à répondre à toutes les demandes. Mais encore faut-il qu'elles nous soient remontées. Donc nous, il ne faut pas hésiter à nous dire on préfère que ce soit que le samedi matin, que le vendredi soir. N'hésitez pas à nous faire toutes les remontées possibles. Nous, on s'ajuste au fil de l'eau. C'est Locang qui a géré aussi ce projet et l'organisation. Avec Locang, c'est vrai qu'on a passé notre temps à se réajuster à chaque fois pour coller au plus aux attentes. Nous, l'idée, c'est qu'on ait le plus de participants possible et que ça mette moins les gens en difficulté quand ils doivent mobiliser du temps pour assister à ce genre d'action. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur aidants. Et puis, on avait imaginé un petit temps de rencontre en présentiel en fin de journée aujourd'hui, qu'on avait appelé le café aidant, pour les aidants qui participent au programme et qui souhaiteraient venir se rencontrer. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient venus en présentiel, mais vous êtes tous invités à participer au café en fin de journée. Ce sera notre café à nous et on pourra aussi parler du programme aidant. Donc, je vous montre aussi un autre projet typique Brain Team qui concerne l'appel à manifestation d'intérêt qui maintenant est annuel. On avait lancé le premier appel l'an dernier. Il y avait eu 5 projets qui avaient été financés par la filière. Là, je vous présente aujourd'hui les 3 projets qui ont été déposés et qui vont débuter, on l'espère, du coup l'année prochaine. Nous avons un premier projet qui concerne un budget d'amorçage pour un projet de recherche du CR d'Angers pour évaluer les aptitudes socio-cognitives des patients qui présentent une ataxie. Donc, c'est porté par le Christophe Verny et le CHU d'Angers en lien avec l'association CSC. Nous avons un deuxième projet qui est Brain Move, qui est le développement d'une application smartphone et tablette pour permettre l'accès au programme d'activité d'auto-rééducation qui vous sera présenté cet après-midi par Iris Marolo. Donc c'est un petit peu la suite du projet de l'année dernière et avec 3 associations partenaires, la FAF, ASL et CSC. Et puis un autre projet qui est porté par le centre de référence
MIRSEM de Lyon, en lien avec l'association NMO France, concernant la mise en place d'un dispositif encadrant l'annonce du diagnostic dans ces maladies inflammatoires prises en charge par ce centre de référence. Donc on est très heureux que on rentre dans une routine comme ça avec cet appel à manifestation d'intérêt. Encore une fois, c'est un appel qui est ouvert aux associations de patients en lien avec le centre de référence ou entre vous. L'année dernière, on avait financé le projet d'EDAL, dont on parlera cet après-midi. C'est un projet tri-associatif. Donc voilà, n'hésitez pas à saisir cette opportunité si vous avez des velléités de soutien filière sur des projets précis qui rentrent dans le cadre de nos maladies Brain Team. En transversal, c'est mieux. N'hésitez pas à répondre à ce projet qui est un projet qu'on lance en juin avec une deadline de retour en général en octobre. Je vous présente cette fois-ci, on est dans le cadre des actions interfilières, donc c'est plus que Brain Team. Là, je relais des choses que l'on fait nous en collaboration avec d'autres filières. C'est l'accès à une formation parent expert. Donc la filière vous offre en fait la possibilité de proposer un parent expert de votre association à cette formation qui est une formation diplômante qui est proposée dans le cadre de l'interfilière sous l'égide de la filière FIMATO. Donc il y a une page de notre site internet qui est dédiée à cette formation, donc vous pourrez trouver toutes les infos. On est à 6 sessions éducatives depuis le lancement de ce programme de formation. On a pu nous financer 5 participants Brain Team. Donc en général, il y en a eu un à chacune des sessions, pratiquement. Donc ce sont des gens qui avaient émis un désir de se former, parce qu'il faut savoir que cette formation parent expert est dédiée à des personnes qui ont des velléités d'intervenir dans des programmes de formation d'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est quand même un projet qui doit être co-construit éventuellement avec le centre de référence qui porte un projet de programme de TP ou de l'association de patients qui se lance dans un programme de formation pour expliquer l'accompagnement de la maladie auprès des membres de son association. Donc c'est vraiment des candidatures qui doivent être entre guillemets réfléchies, sont en lien avec un projet réel du centre ou un projet de l'association concernant de la formation et de l'accompagnement des personnes. Il y a Véronique qui est ici présente, qui avait fait partie de la première session donc, et qui était intervenue l'année dernière. Et je pense qu'à chaque fois, je ne crois pas me tromper, Véronique, en disant que c'est un programme qui donne entière satisfaction. Juste 2 minutes. Oui, c'est un programme qui est très intéressant, très enrichissant. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un programme qui va quand même chambouler émotionnellement chacun. Donc il faut être prêt à ça. Et après, c'est vrai que moi, je suis dans un programme de TP. Donc dans le groupe qu'on était, certains ont fait la formation après, le DU. D'autres sont partis en santé, en relations santé. Et moi, là, je vais vers plutôt coordination de programme ETP. Donc, oui, il y a des évolutions possibles après et qui permettent à chacun de s'investir. Je voudrais juste rajouter que c'est extrêmement utile d'avoir évidemment tous ces parents experts pour nous pour travailler et qu'on réfléchit beaucoup, je vous parlais de thérapeutique, avec des décisions thérapeutiques qui sont prises pour certaines pathologies et on va avoir besoin de ces parents experts parce que moi personnellement je défends le fait que la vision des patients et des familles sont importantes aussi dans les décisions thérapeutiques qu'on prend. Et il nous faut des parents experts, c'est-à-dire des gens suffisamment formés pour comprendre en fait tout ce qu'on raconte, qui est parfois un peu compliqué. C'est une formation qui est diplômante. Elle est donnée par un organisme de formation et donc les participants reçoivent un diplôme en fait à l'issue de la formation pour une capacité à intervenir dans des programmes ETP. Donc il y a tout un dossier de candidature où sont réexpliqués en fait l'engagement que l'on attend des participants parce qu'il y a un réel engagement. Au-delà de l'engagement émotionnel, il y a un engagement au niveau du temps parce que ce sont des samedis matins qui sont dédiés à ça avec des petits devoirs entre chaque session parfois. Bon, c'est pas des, vous n'avez pas de dissertation de philo à faire, mais n'empêche qu'il y a un petit investissement à prévoir. Il y a une certaine charte en fait à respecter. Nous, on engage aussi des frais dans la filière par rapport à ça. Donc voilà, on attend en retour aussi que les gens ne se désinscrivent pas en dernière minute et soient un petit peu respectueux du fait qu'on les accompagne dans leur projet de formation.
Donc n'hésitez pas à relayer cette formation. Quand moi je fais le relais aux responsables associatifs qu'il y a une nouvelle session qui arrive, n'hésitez pas à en faire le relais pour que tous les parents experts qui ont des velléités dans vos associations puissent bénéficier de ça. C'est en visio, c'est uniquement en visio. C'est pareil, c'est uniquement en visio. Alors de mémoire, je crois qu'il y a 7 ou 8 sessions. 8 sessions sur des samedis matins tous les 9h à midi, tous les 15 jours. Voilà. Et il y a maintenant une session en présentiel, parce qu'à l'époque où Véronique avait fait ça, le groupe avait tellement adhéré, ils étaient tellement soudés, tellement forts, ils avaient émis en fait, le souhait de se retrouver en présentiel au moins une fois. Et maintenant, en fait, il y a une session qui est organisée à Paris sur une journée, un samedi. Et là, c'est la filière aussi qui accompagne les personnes. On peut payer le billet de train s'il faut, la nuit d'hôtel, pour que justement le parent expert puisse venir dans les meilleures conditions assister à cette journée en présentiel aussi. Juste une petite chose pour montrer l'importance de cette formation. Ça crée un réseau derrière, parce qu'on a créé un groupe sur WhatsApp sur les participants, mais c'est en train de s'ouvrir sur d'autres aussi. Chacun envoie un peu les actions qu'il fait. Donc ça, c'est important. On a démarré l'année dernière. On a déjà un réseau qui n'est pas négligeable. Donc ça peut aussi donner des échanges entre les différentes filières, entre les différentes pathologies, les différentes associations. Et c'est un maillage qui, je pense, peut être très important pour être le plus pertinent dans nos actions. Donc voilà pour la pub. Je vais maintenant faire la pub d'autres outils filières. Vous les connaissez, mais n'hésitez pas à les relayer dans vos associations. On a toujours ce livret de petites présentations des filières. C'est un peu notre annuaire, donc n'hésitez pas à en faire le relais. La petite vidéo de présentation, s'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas bien ce que c'est une filière, comment ça marche, c'est quoi ce truc, relayez-leur le petit lien de vidéo. C'est sur notre page d'accueil de la filière, tout ça. N'hésitez pas à aller choper tous les liens. En interfilière, on édite des recommandations de prise en charge. Du temps du Covid, on avait édité des petites recommandations qu'on vous avait diffusées aussi. On a aussi un petit guide qu'on a fait en interfilière concernant le séquençage du génome qui réexplique tout le parcours que je vous avais montré dans le plan France Médecine Génomique. Ça, c'est vraiment pour les patients, pour les aider à comprendre pourquoi on leur propose un examen génomique et quel va être le parcours de leur échantillon et comment en fait, leur parcours diagnostique va se faire. On a quelques exemplaires que vous pouvez consulter sur la table Brain Team là-bas. Si vous en voulez pour vos associations, déjà vous pouvez télécharger le guide, mais sinon on peut vous en envoyer aussi. Donc vous demandez à Bénédicte, moi ou Marie, vous donnez votre nom, combien vous voulez qu'on vous en envoie et on peut vous en envoyer. Il y a aussi une partie qui est dédiée aux médecins dans ce petit guide pour accompagner une petite infographie qui accompagne le médecin. Si jamais il doit prescrire un test génétique, eh ben, il a une petite, plutôt qu'il fasse un griffouillis d'ADN sur un bout de post-it dans son cabinet, dans son box de consulte, il peut avoir aussi bénéficié d'une infographie. On a toutes les ressources web qui sont faites en interfilière, un site sur la transition enfant-adulte. Nous, on n'en parle pas trop encore dans la filière. Un site qui recense tous les autres TP maladies rares, il n'y a pas que les nôtres, bien sûr. Et puis l'infographie dynamique avec toutes les ressources d'accompagnement sur tous les aspects de la vie quotidienne d'un patient qui a une maladie chronique et une maladie rare. On l'avait fait avec Maladie Rare Info Service à l'époque. On travaille aussi, j'en ai pas parlé là, avec le Collège de la médecine générale. Et on fait aujourd'hui des outils d'information pour sensibiliser les médecins généralistes à la prise en charge des maladies rares. Si vous êtes intéressé, on peut aussi vous envoyer de la documentation si vous voulez faire le relais de ces choses-là. Sinon, vous téléchargez aussi les liens sur notre site. Donc n'hésitez pas à relayer tout ça aussi si vous le trouvez pertinent dans vos newsletters. Et puis on a le site internet interfilière aussi où il y a de l'information. N'hésitez pas à le relayer. Je vais terminer sur les quelques échéances à venir en début d'année prochaine. Vous devez tout de suite noter dans vos plaquettes la journée du 28 mars 2023. C'est la journée nationale Brain Team à laquelle vous êtes tous invités. Et puis avant, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous parler du 33e séminaire de génétique clinique début février à Angers. Oui, donc on a profité de ces séminaires de génétique clinique. C'est tous les 2 ans les généticiens cliniciens français qui se réunissent.
Donc il se trouvait qu'à tour de rôle, c'était mon collègue, le professeur Bonneau, qui est le généticien d'Angers, qui avait la charge d'organiser ce séminaire. Et puisque la thématique majeure de la génétique à Angers, c'est la neurogénétique et aussi les maladies mitochondriales, puisque ça c'est notre unité de recherche, eh bien on a choisi cette thématique-là et de monter cette journée en partenariat avec Brain Team. Et ce sera aussi l'occasion de la première assemblée générale d'une nouvelle société savante qui était attendue depuis des années, qui est la société francophone, donc pas uniquement des Français, francophone de neurogénétique, dont la première présidente est le professeur Alexandra Dur, le vice-président c'est le professeur Cyril Goisé, Odile et moi faisons partie du conseil d'administration, et donc cette société a été, voilà, les statuts sont déposés, mais la première assemblée générale se produira à l'occasion de cette manifestation de 2 jours sur Angers. Manifestation qui est ouverte effectivement aux représentants des associations. Hein, ce n'est pas une réunion qui a vocation de réunir les patients. Hein, si les personnes viennent, c'est pour ça que je m'adresse à vous, c'est comme représentants des associations de patients, avec la possibilité, donc on va mettre à disposition, c'est Brain Team qui offre à disposition des associations de la filière un stand commun. Et à ce moment-là, ben, ceux parmi vous qui souhaitent venir, on vous demandera juste une inscription à tarif réduit qui correspond à l'hospitalité, c'est-à-dire aux frais de repas qui seront proposés. Voilà, j'avais aussi, s'il y avait des associations importantes qui souhaitaient avoir un stand à elles, parce que si on partage un stand, même si ça sera un grand stand, et qu'il y a 12, 15 associations qui sont présentes, ben chaque association ne pourra pas être là avec toute sa documentation, ses affiches et autres. La possibilité en payant d'avoir un stand propre pour l'association. Donc vous avez tous dû normalement recevoir par le mailing de Brain Team et par un mailing spécial les liens. Donc si jamais vous souhaitez, je crois que la FAF l'a fait ce matin ou hier, quelque chose comme ça, nous solliciter. Il y a un contact qui vous a été donné dans le mail pour nous contacter directement, et à ce moment-là on enregistre l'inscription de l'association et on vous dit comment vous inscrire sur le site pour payer juste le tarif réduit qui est donc de 80 € par personne pour les représentants des associations, sachant encore une fois que le stand commun est gratuit. Voilà. Un élément important pour les associations, c'est que c'est un séminaire de génétique clinique, donc c'est des généticiens qui sont surtout impliqués. Pour la première fois, on a la neurogénétique qui va être au premier rang, donc c'est une façon aussi de donner des informations aux généticiens qui, quelquefois, n'ont pas toujours sur nos maladies, qui ont plutôt une orientation neurogénétique avec des gens qui ont une formation de neurologie. Donc ça peut être aussi une visibilité pour donner de l'information à beaucoup de généticiens qui en manquent dans nos maladies. Et on va essayer aussi d'en faire un lieu de rencontre de différentes structures qui existent, comme les plateformes d'expertise maladies rares, les équipes relais handicap rares. Toutes ces structures autour des maladies rares seront aussi présentes, c'est-à-dire que là aussi, ces structures-là sur Angers auront leur stand et inviteront leurs homologues en France qui souhaitent être présents à les rejoindre. Donc on essaye de réunir un maximum finalement des acteurs, dont bien sûr les associations des maladies de Brain Team, puisque c'est la thématique principale de ce congrès.